Personne ne doit s'approcher de cette femme à moins de 2 mètres. Et encore, en portant impérativement un masque. Elle serait atteinte d'une maladie que l'on croyait révolue, la peste. Je ne ressens pas vraiment de douleur, mais j'ai les muscles tout endoloris. Un peu comme si je venais de faire une longue course à pied. Bernadette entame son 3e jour de traitement contre la peste. Comme tous les pestiférés, elle est tenue à l'écart dans un quartier de l'hôpital, désinfecté à longueur de journée. Elle serait encore fortement contagieuse. Aucun de ses proches ne lui rendra visite. Cette femme de 64 ans d'un milieu très modeste assume sa solitude forcée avec résignation. Quand j'ai su que j'étais contaminée, j'ai tout de suite pensé à me soigner pour ne pas contaminer les autres. Moi, je ne connaissais pas grand-chose sur la peste. Ce sont les autres à la maison qui en parlaient. Mais on savait que la peste, c'est une maladie qui se soigne très bien. Si le diagnostic est rapidement posé, la peste se soigne très facilement avec des doses massives d'antibiotiques. Avoir 32 injections en 8 jours, c'est lourd. C'est très fatigant pour le personnel et pour le patient aussi. Le traitement semble minime par rapport au risque qu'on encourt si le patient n'est pas traité, pour le patient, sa famille et pour la société. C'est l'épidémie de peste la plus grave au monde depuis un siècle. À Madagascar, d'habitude, elle ne frappe que les campagnes. Mais cette fois-ci, c'est la capitale, Antananarivo, qui est touchée. L'urgence, ce n'est pas seulement de soigner les pestiférés, c'est aussi de stopper la contagion. Il faut pour cela retrouver toutes les personnes qui ont été en contact avec les pestiférés. C'est le travail de cette équipe de l'OMS, coordonnée par le docteur Freddy Banza, pour toute la région d'Antananarivo. On était vraiment à la quête de l'épidémie. On devrait vraiment faire attention parce que c'est en ce moment qu'on peut toujours voir la situation changer une fois de plus. Par rapport à la surveillance, des contacts ont refusé d'être suivis. Ils ont écarté la femme du patient, comme quoi vous êtes pesteux, vous devez partir, vous ne devez plus rester là. C'est la stigmatisation en fait. C'est la stigmatisation. On a mis en place un dispositif de suivi des contacts de toutes les personnes qui sont, n'est-ce pas, exposées à des cas confirmés ou à des cas probables de peste. Ce n'est que de cette façon-là que nous pouvons vraiment arrêter la chaîne de transmission pour qu'il n'y ait pas de nouvelles infections et que la situation ne se répande pas dans tous les pays et que ça soit contrôlé. L'équipe du docteur Freddy est aujourd'hui confrontée à un cas délicat. Un patient admis pour une peste bubonique pose problème car il présente également des signes de peste pulmonaire. La peste bubonique est transmise par des piqûres de puces. La peste pulmonaire, elle, se transmet d'homme à homme par une simple toux. Et c'est là qu'il a présenté... Non, à la clinique, s'il te plaît, là-bas à la clinique. Il a présenté des expectorations là-bas à la clinique. Ils sont ici, ils sont au-dessus, les membres de sa famille. Tu sais où ils sont? Est-ce qu'ils peuvent accepter de nous parler? Le fils du patient accepte de répondre à l'équipe de l'OMS, mais en se plaçant soigneusement dos à notre caméra. Vous êtes sûr? Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il faut qu'on se dise la vérité. On est en train de réfléchir, on ne comprend pas. Oui, parce qu'on ne comprend pas en fait comment un cas de peste bubonique peut créer une angine pesteuse et tout ça, parce qu'il n'a jamais toussé. C'est ça l'important, c'est de voir qui ils étaient en contact au moment où il a commencé à développer des signes respiratoires. Le danger, c'est qu'il puisse, n'est-ce pas, transmettre la maladie à d'autres personnes à travers des gouttelettes de salive parce que les voies respiratoires sont atteintes. Des rats porteurs de la peste sont arrivés d'Inde par bateau il y a plus d'un siècle. La faune locale des rongeurs a été contaminée.
Et c'est le climat humide et frais des hauts plateaux de Madagascar qui a permis au bacille de la peste de se perpétuer. À l'Institut Pasteur de Madagascar, on surveille attentivement l'évolution de la peste en capturant régulièrement des rats. Ce qui les intéresse, c'est d'attraper les puces qui vivent sur les rats, car ce sont elles qui transmettent le bacille de la peste. Ça, c'est un aspirateur à puces. Au fur et à mesure qu'on brosse le rat, on les aspire directement, comme pour les attraper vivants. Tant que la bactérie ne tue pas les rats, tout va bien. Mais si une puce infectée par la bactérie de la peste pique un rat et le tue, le drame est imminent. Car la puce va chercher un autre support vivant, et lorsque les rats vivent près des humains, comme c'est si souvent le cas à Madagascar, la puce peut très bien aller piquer un autre animal à sang chaud, c'est-à-dire l'homme. Celui-ci peut alors développer la peste bubonique, et si elle n'est pas soignée, elle peut atteindre les bronches et se transformer en peste pulmonaire fortement contagieuse. C'est ce qui est arrivé fin août aux passagers d'un taxi-brousse qui est passé par la capitale Antananarivo et a contaminé 31 personnes. Ce fut là le début de l'épidémie. Si le diagnostic n'est pas établi très rapidement, le malade de peste pulmonaire peut mourir en 24 heures. C'est ce qu'il serait arrivé à Ritsa, un marchand de légumes de 41 ans. Sa famille se retrouve aujourd'hui pour une veillée funèbre inhabituelle, puisqu'il n'y a aucun corps à veiller. Ritsa a déjà été enterré le jour même de sa mort par les autorités, sans même que sa famille ne soit prévenue. Photo de mon frère. 17 ans de mariage. De marié. Voilà le baptême de son fils. Il aimait beaucoup les enfants. Et en plus, lui, il est très sociable. La mort brutale de Ritsa reste incompréhensible pour cette famille. Sa veuve Zara est partagée entre la tristesse et la colère. 2 4x4 ont déboulé d'en haut de la colline, avec des gens qui m'ont posé un tas de questions. Ils ont fini par me dire que Ritsa était mort de la peste. Je voulais pas du tout les croire. Je me suis mise à trembler et je n'arrêtais plus de pleurer. Je me suis dit que ça devait être une erreur, qu'il me parlait d'un homonyme et que ça ne pouvait pas être mon mari. Il était en pleine forme quand il a quitté notre maison pour aller travailler. Les visiteurs affluent de tous les alentours pour présenter leurs condoléances. Si cette histoire de peste est dans tous les esprits, personne n'ose publiquement en parler. Nous vous présentons nos condoléances. C'est comme si nous les présentions à nous-mêmes, tant la douleur nous unit. Mais il faut bien que les uns consolent les autres. Nous sommes là pour vous redonner du courage. Nous n'avons pas les mots justes, car la gorge est nouée. Vous nous prouvez que nous ne sommes vraiment pas seuls. Merci beaucoup. Comment est mort le mari de Tsara? A-t-il vraiment eu la peste? La famille ne cesse de ressasser les événements qui ont précédé cette mort brutale. Ce sont les pompiers qui ont amené le mari de Tsara à l'hôpital. 1 heure plus tard, il décédait. Mais il y en a des pestes à Madagascar, mais c'est pas ça qu'il est mort, ce n'est pas à cause de cette peste. Ce qui nous a le plus attristé, c'est que les médecins ne nous ont même pas prévenus, alors qu'il avait sur lui nos coordonnées et notre adresse. Nos droits n'ont pas été respectés. Les droits de l'homme. L'ampleur du déni de la peste a surpris les autorités sanitaires. Dès qu'on parle de peste, on dirait que c'est une maladie de la honte. Les gens ne veulent pas accepter qu'ils ont la peste. Les gens n'acceptent pas de se faire traiter correctement.
Et il y a eu des gens qui étaient réticents, qui étaient décédés après. Parce que peste pulmonaire, ça tue très vite. Mais ils refusent et ils sont décédés. Et le nombre de décès, comme je vous ai dit, 195, la plupart de ces décès, c'était des décès que nous appelons communautaires, c'est-à-dire morts chez eux. Pour que la lutte contre la peste soit efficace, il faut une coopération sans faille de la population. Il faut des patients dociles et des gens qui acceptent de suivre les consignes. Or, à Madagascar, la population est de plus en plus hostile à toutes les mesures sanitaires imposées. Et toutes les équipes qui luttent contre ce fléau sont confrontées à cette résistance. Comme cette équipe de l'Institut Pasteur, venue récupérer des pièges à rats dans le plus grand marché de Tana. Il s'agit pour eux de surveiller l'épidémie chez ces rongeurs. Ce contrôle est primordial. Si les marchands se montrent dans l'ensemble coopératif, très vite, le personnel de Pasteur est pris à partie par des passants. Je vais vous dire, lorsque nos enfants tombent malades, on ne les emmène pas chez le médecin. Parce qu'il va dire que c'est la peste et va nous imposer une injection pour rien. Tout ça, c'est pour grossir les chiffres. Mais quels chiffres? Les statistiques sur les morts de la peste. Ils font ça pour justifier les demandes d'aide à l'étranger. Mais non, je vous dis que la peste existe. Mais nous, on n'y croit pas. Il n'y a pas de peste. Les rumeurs les plus folles se répandent dans tous les milieux sociaux, des plus aisés aux plus pauvres. Et ce sont ceux qui vivent au milieu des ordures où pullulent les rats et risquent vraiment d'être contaminés qui rejettent l'idée de la peste avec le plus de conviction. Tous les jours, on dort avec les rats et on mange avec les rats. Je n'ai pas honte de l'avouer. Mais aucun d'entre nous n'a jamais été touché par la peste. Donc je ne crois pas du tout à l'existence de la peste. Les journaux en parlent, mais pourquoi ils ne montrent pas les visages des victimes si la peste existe réellement? On ne montre pas les visages des victimes. On enterre les corps dans un endroit inconnu en empêchant la famille d'assister à l'enterrement. Moi, je crois que derrière tout ça, il y a un trafic d'organes. Madagascar est le 5e pays le plus pauvre de la planète. Les Malgaches entendent parler de millions de dollars donnés par l'étranger pour aider le gouvernement à lutter contre la peste. Mais ils n'ont pas le sentiment d'en bénéficier. Car c'est une maladie qu'ils ne voient pas. 200 morts officielles sur 25 millions d'habitants, il est rare de connaître des proches touchés par l'épidémie. Ce déni de la peste a des racines profondes. Pour mieux le comprendre, il faut remonter le temps. Et se souvenir des mesures imposées par les colons pour traiter la peste. Comme ces vaccins que l'on teste sur les indigènes et dont on dispense les Européens. Des vaccins peu fiables qui auraient tué plusieurs centaines de personnes au cours des années 20. Terrifiés par le spectacle de ces étrangers habillés comme des extraterrestres, les Malgaches se demandent alors si les colons n'ont pas inventé la peste pour mieux les dominer. En 1932, le docteur Girard teste sur lui-même un vaccin qui s'avère enfin efficace. Il ne fait plus de victimes. Grâce aux campagnes de vaccination, les 3500 cas de peste par an, dont 90% mouraient, ne sont plus que 200 dans les années 40. Mais ce vaccin doit être renouvelé tous les ans. Des anciens se souviennent encore de cette période. Je me souviens, on a fait une piqûre ici au niveau du dos. Ça fait mal, ça fait mal. Beaucoup d'enfants de notre âge, en 1950-53 par là, ne supportent pas et tombent malades. En classe, on n'arrive pas à lever les bras comme ça, hein, parce que c'est très mal. Nous aurons bientôt 80 ans et notre bonne santé est une preuve vivante des bienfaits des vaccins que nous avons reçus à l'école. Je sais que les vaccins protègent, mais je ne sais pas pourquoi on ne continue pas de faire les vaccins.
contre la peste. Ce vaccin sera abandonné en 1960, tout simplement parce que les antibiotiques permettent un traitement simple, efficace et peu onéreux. Si aujourd'hui on ne brûle plus les maisons des pestiférés comme par le passé, si on ne recouvre plus leurs corps de chaux vives, on les enterre toujours au plus vite dans le cimetière public où un carré leur est réservé. Parfois, un simple bâton témoigne qu'un corps repose là. Ce sont ces employés du bureau municipal de l'hygiène qui sont chargés d'effectuer ces mises en terre. C'est une femme qui est enterrée là, morte de peste. Les agents ici ont fait une petite couche de ciment pour reconnaître que là, il y a quelqu'un qui est enterré. Et on a inscrit le nom. Denise, on ne connaît pas son nom et il n'y avait pas de famille aussi. C'est ici que nous allons retrouver tous les proches de Ritza, le marchand de légumes du marché décédé. Toute la famille s'est réunie pour une entreprise de simple maçonnerie. Il s'agit de reconstituer un semblant de tombe sur un tas de sable. Ils n'ont toujours pas accepté que Ritza soit mort de la peste. Le docteur, il ne dit pas la vérité, peste pneumonie ou peste diabolique. Le docteur n'explique pas le vrai. À leur tragédie s'ajoute cet autre drame. Ils n'ont pas pu l'enterrer dans le caveau familial. Pour les Malgaches, c'est extrêmement grave. Car ce n'est qu'ainsi que l'on peut devenir un ancêtre et être vénéré par sa famille sur laquelle on est chargé de veiller. Les traditions malgaches, s'il y en a de morts, on va faire à la tombeau de familiale. Ça, c'est trop difficile parce que ici, c'est tombeau de public. Parce que l'important, c'est la famille. Vivre, même la maison, mort, même tombeau. C'est ça le proverbe malgache. Le cas de Ritza, le diagnostic de l'hôpital qui est inscrit qu'il est décédé de peste, c'est une situation d'urgence et c'est pour cela que la famille n'a pas pu assister à l'enterrement. Et je comprends leur douleur. Ce qui prime, c'est la santé de la population. On est en pleine période d'épidémie en ce moment, donc il faut protéger les vivants. Ne pouvant pas enterrer leurs morts selon la tradition, des familles ont choisi la violence. Certaines sont venues rechercher de force des corps à la morgue, d'autres ont refusé de remettre les cadavres aux autorités. Ces comportements inquiétants ont démultiplié l'épidémie et les rumeurs. Il est prévu d'adopter, à l'image d'Ebola, des procédures funéraires plus en accord avec les traditions. Mais c'est un terrain politiquement très sensible. Je suis malgache, je sais que quand quelqu'un est décédé, eh bien, le défunt le corps doit être mis dans une tombe familiale. Et c'est le plus difficile, parce que dans une gestion de peste, ce n'est pas possible. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Mais ça sera possible. Pourquoi? Parce qu'on est en train de travailler avec les experts malgaches, les experts de l'OMS, pour avoir un enterrement digne et sécurisé. Mais il faut que ça soit sûr, sans risque. Sarah a quitté à l'aube sa maison avec sa mère pour rejoindre l'hôpital où son mari est décédé. Elle veut obtenir le résultat définitif des tests de Ritza. Toute la famille va venir la rejoindre pour la soutenir. Elle a pu obtenir le nom du médecin qui a effectué le test. Je n'ai pas peur de découvrir le résultat de l'analyse parce que Ritza n'a pas pu attraper la peste. J'en suis certaine. Toute la famille va déambuler d'un service à l'autre. Ils vont attendre durant près de 5 heures l'arrivée du médecin. Docteur, dites-nous si c'est positif ou négatif, s'il vous plaît. On ne vous a rien dit en bas? Bon, allons voir. Il y a son nom là, Ritza François.
Quand est-ce que le prélèvement a été fait? Le 9 novembre, le jour de sa mort. Le médecin va leur énumérer toutes les procédures à suivre pour les tests. Et la famille va être noyée sous une litanie administrative qu'ils ne comprennent pas. Jusqu'à ce qu'enfin, ils touchent du doigt la réalité. C'est le résultat qu'on aimerait avoir, docteur. Nous ne l'avons pas encore. Je suis vraiment désemparée. J'avais grand espoir de rentrer avec un résultat. Comme vous le voyez, ils nous ont juste baladés. Ils ont peur de nous dire la vérité. Depuis qu'ils ont enterré Ritza à la hâte, sans même nous prévenir, nous soupçonnons une erreur de leur part. Ils ne nous donneront jamais les résultats du test. Nous essaierons à notre tour d'obtenir des informations sur les tests de Ritza, le mari de Tzara. Le ministère de la Santé nous renverra vers l'Institut Pasteur, qui nous renverra vers l'hôpital, qui nous renverra vers le ministère de la Santé. Nous demandons de l'aide à l'OMS, au docteur Freddy Banza, qui va accepter de consulter les archives des cas de peste. Rija, tu peux m'aider aussi, s'il te plaît, Adama, si tu peux trouver, mais moi je n'ai pas encore trouvé, mais je vais chercher. La 41, non? Il est décédé, c'est un PP, c'est une suspicion de toutes les façons. Il est probable. Il est probable, hein? Mais je ne vois pas... La PCS est non fait. C'est non fait, hein? Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait, donc il y a un des examens qu'on n'a pas fait. Il faut en fait 2 tests pour pouvoir confirmer un cas de peste. Le test de diagnostic rapide est généralement pratiqué immédiatement à l'hôpital en 15 minutes. Il est fiable à 95%, à condition d'être réalisé dans les règles de l'art, ce qui n'est pas toujours le cas. Il doit être confirmé par un test moléculaire effectué à Pasteur. Si ces 2 tests sont positifs, alors le cas de peste est confirmé. Dans le cas de Ritza, le 2e test, pour une raison technique inconnue, n'a pas été réalisé. Ritza restera un cas probable, mais non confirmé de peste. Je suis prête à me battre jusqu'au bout pour obtenir le résultat définitif de l'analyse et connaître ainsi la cause du décès de mon mari. Je pourrai alors tourner la page et m'occuper de l'avenir de mes enfants. Chaque année, l'épidémie de peste revient hanter Madagascar. Mais jamais elle n'avait été aussi grave. Cette année, il a fallu 3 mois pour la surmonter après 2400 cas de peste déclarés. Mais qu'en sera-t-il l'an prochain? Pourra-t-on vaincre les rumeurs en intégrant à l'image de l'épidémie d'Ebola les valeurs traditionnelles aux méthodes sanitaires? La peste chez les rats sera-t-elle mieux surveillée puisque l'on sait qu'elle est toujours annonciatrice d'une épidémie chez l'homme? Se préoccupera-t-on enfin de régler ces problèmes d'hygiène et de promiscuité qui font que la peste reste encore aujourd'hui avant tout